Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de presque qualité. L'ami Cardel, l'ami Kerr sont toujours malades, donc on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo bonus cette semaine pour parler de Blade Runner. La petite Danielle sur le côté qui fait la réalisation m'a un peu forcé la main, il faut l'avouer. T'as pas été sympa sapatoche avec moi. Elle voulait pas me donner des BN si je faisais pas la vidéo, donc comme j'aime les BN, je fais la vidéo. Donc parlons de Blade Runner, le premier, donc celui qui est sorti en 82, qui était un film d'anticipation sur 2019. Alors 82 qui rêvent de 2019, les mecs, ça donne pas envie. C'est des voitures qui volent dans un ciel tellement sombre, qui est couvert de pollution. Il y a une pluie acide qui coule en permanence sur les villes de la côte ouest américaine. C'est vraiment... le climat, c'est juste avant l'apocalypse, voilà, globalement, ou juste après des ogives nucléaires qui ont été tirées, on ne sait pas, mais dans aucun des deux cas, ça donne envie de partir en vacances là-bas. C'est un monde qui est en plus très déchiré, parce qu'il y a donc des cyborgs, des robots, mais des robots qui sont faits génétiquement, donc qui sont faits de chair et de sang, qui ont une intelligence artificielle qui leur a été intégrée. Et donc ces robots servent les humains, et donc comme ils sont génétiques, comme ce sont des intelligences artificielles capables d'émotion, eh bien se posent des questions morales. Est-ce que oui ou non ce sont juste des humains qui ont créé des humains pour les rendre, en faire des esclaves, ou au contraire ce sont juste des robots? Et donc il y a une unité de la police qui s'appelle les Blade Runner, dont est un agent qui a pris une retraite anticipée, qui lui sera retiré, qui est joué par Harrison Ford, qui donc joue le personnage de Rick Deckard, et qui est donc un des meilleurs Blade Runner, et qui doit retrouver 6 réplicants qui se sont échappés. Le scénario d'introduction est donc assez simple. Un flic doit retrouver 6 fugitifs. Sauf que l'univers, et donc l'univers qui s'appuie sur les écrits de Philip K. Dick, donc un des plus grands auteurs de la science-fiction américaine, et de la science-fiction tout court d'ailleurs, et donc se base sur un monde qui est incroyablement en fait réaliste. Alors on est en 2017 au moment où j'enregistre cette vidéo. Le truc c'est que on n'est pas prêt d'avoir pour l'instant les voitures, ni la pollution de ouf, ni un métissage de la population qui est tellement important que le japonais et l'espagnol est le langage premier de toutes les couches américaines. Mais il faut avouer qu'il y a énormément de points dans Blade Runner qui sont des vrais points d'anticipation. Alors, on peut citer que leur premier problème, c'est l'intelligence artificielle et la gestion de l'intelligence artificielle, ce qui risque d'être notre plus gros problème de la science qui met des choses comme ça sur la table dans pas longtemps. C'est le fait justement de gérer le fait que les évolutions des machines, donc là en plus ils les rendent humains, sont tout de suite vont être un problème, encore une fois, très direct. La pollution est un problème très direct. Alors on le voit moins dans les pays occidentaux, mais dans certaines villes asiatiques qui ont eu donc des poussées énormes suite à une émergence très rapide, on voit que la pollution est devenue leur problème principal. Enfin, un de leurs problèmes principaux, des lacs entiers complètement contaminés et empoisonnés en Chine. Bref, donc au final, un film d'anticipation qui ne s'est pas trompé de loin. Voilà. Déjà, on peut en dire ça. Les choses ne sont pas allées aussi vite que ce qu'ils pensaient. La ville de Los Angeles n'est pas couverte de pyramides aztèques à l'heure actuelle. C'est un fait. Mais globalement, on ne peut que saluer à quel point le film a eu une anticipation qui a été juste. Ça, c'est vraiment un des premiers points, et c'est un des points les plus impressionnants. Maintenant, le truc, c'est que ce qui est d'autant plus amusant, c'est que si on regarde la version remasterisée, on a presque l'impression, le film, à part quelques éléments d'incrustation, on pense à quelques voitures qui volent dans le ciel, qui sont quelques-unes des premières images, je ne vais pas dire c'était de l'animation, pour pas dire de la 3D parce qu'elle était trop balbutiante. En fait, donc comme le reste du film est en maquette, c'est incroyable à quel point le film a l'air moderne. C'est incroyable à quel point on a l'impression que le film
pourrait être un film d'il y a quelques jours qui sort en salle, et franchement, il n'a pas pris une ride. Et c'est très rare de dire ça de film, mais il n'a vraiment pas pris une ride. Le film, et c'est là où on voit la qualité de la réalisation, ou également la qualité de la remasterisation, mais le film est d'une modernité incroyable. Alors, c'est un Ridley Scott qui réalise ce film en 82, qui a fait l'année d'avant Alien, le 8e passager. Donc le réalisateur, il est arrivé, il a dit bonjour, je serai un des plus grands réalisateurs des générations qui arrivent. Et il continue avec Blade Runner. Donc là, clairement, il est moi, ce que je pense, c'est vraiment presque au sommet de son art. Et quand je dis au sommet de son art, c'est parce qu'après, il chute. Après, il fait des films qui sont un peu plus mineurs. Il fait Traqué, il fait Legends, ce film dont personne n'a jamais entendu parler avec Tom Cruise. Donc le truc, c'est que globalement, là, il est vraiment au sommet à ce moment-là, Ridley Scott. Il a fait des bons films après, hein, mais les quelques années d'après, c'est pas la folie. Et donc, il fait une réalisation qui, à l'heure actuelle, est encore étudiée. Enfin, quand j'étais dans mon école de ciné, un des premiers réalisateurs qu'on en apprend après Spielberg, c'est Ridley Scott. C'est le 8e passager, c'est Blade Runner. Parce que le travail de l'espace qu'il fait dans Blade Runner, le truc, c'est qu'on est... si vous avez le film en tête, il y a en permanence, on est dans des décors qui sont très grands, mais qu'il confine énormément pour donner ce côté très écrasant de ces villes modernes. C'est-à-dire que si, par exemple, on est si vous vous souvenez de cet endroit où on est chez le créateur de jouets, donc c'est JK ou JF, qui est donc un des créateurs qui fait les réplicants. En fait, l'espace est énorme, mais il fait exprès pourtant de le filmer assez proche, en fait, tous les sujets. Donc les pièces sont grandes, mais nous, spectateurs, on est écrasés un petit peu par cette mise en scène. Et donc on est un peu asphyxié. On est là, on est dans des espaces qui sont très réduits. Donc on a ce travail sur le gigantisme, mais en même temps de nous mettre dans des espaces confinés. On est certes en train de voler au-dessus de la ville, mais très vite, on est sur un plan qui est très serré sur Rick, donc Deckard, qui est en train de piloter la voiture de flic. Donc on a vraiment un travail qui est en mise en scène qui est incroyable, et on voit qu'il utilise en fait les codes de SF qu'il a mis en place sur Alien pour un tout autre univers, pour la peur, pour la fiction, sur Blade Runner. Et quand on voit la scène de fin, la scène de combat entre Rick Deckard et un des réplicants, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer qu'il y a donc ce prédateur qui arrive de n'importe quelle pièce, etc. Ça fait un petit peu penser à des codes qu'il développe dans Alien. Bref, c'est vraiment, on a un réalisateur au sommet de sa forme. Il a pris ses vitamines, il a pris sa vitamine C, il est chaud patate. On a Harrison Ford qui est lui aussi chaud patate, il est en forme, il est là pour porter le film, et il sait être dans l'action quand il faut être dans l'action et dans la retenue quand il est dans la retenue, ce qui est peut-être pas un des plus grandes forces de Harrison Ford tout au long de sa carrière. Il a toujours été capable d'incarner une succession de personnages hyper charismatiques, mais dans la retenue, je ne l'ai pas beaucoup vu. Et là, vraiment, il sait l'être, et la relation d'amour, elle est crédible parce qu'il n'en dit pas trop. Il est juste, il l'appelle tard le soir. On sent qu'il est intéressé par la personnage féminin. Mais donc vraiment, on a deux artistes qui arrivent, ils sont au sommet, ils sont là pour tout craquer. Et ce qui est marrant avec le casting, c'est que quand on regarde le film, on se dit mais putain, mais tous les acteurs sont ouf. Là, si Daniel, tu mets l'image, on a Sean Young, donc l'actrice premier rôle féminin, si on peut appeler ça, qui est là, qui est excellente en réplicante, qui découvre sa nature. Elle a pas fait grand-chose derrière. Pourtant, dans le film, elle est excellente. On a Daryl Hannah, donc la Pris, donc c'est la réplicante féminine, la blonde, si tu la cherches, Daniel, qui est dans le film, qu'on voit un petit peu, qui joue très bien, mais derrière, elle a rien fait. Elle a fait Splash. Enfin, c'est l'actrice qui fait Splash, quoi. Donc on n'est pas sur des acteurs de second rôle qui sont des acteurs qui sont des tueurs à gages. C'est pas celle-là, c'est encore une autre. Et le truc, c'est que qui sont des tueurs à gages. Mais le truc, c'est que on a pourtant c'est toujours pas elle. Là, tu mets deux fois la même autre réplicante. Et donc, au final, le truc, c'est qu'on a
une pléthore de personnages, d'acteurs qui ont été vraiment magnifiés par le film. Et ça, c'est vraiment le film qui est touché par la grâce. Il a une des histoires de Philippe Cadic qui va devenir la plus réaliste. Il a, des acteurs qui sont au sommet. Il a un réalisateur qui est au sommet. Il a un travail sur le son qui est incroyable. Enfin, vraiment, la musique de Blade Runner, même si personne n'est capable de fredonner un bout de Blade Runner, a influencé des centaines de bandes son derrière, a influencé des centaines d'œuvres de science-fiction. Enfin, Mass Effect, pour ceux qui aiment le jeu vidéo, est incroyablement influencé dans sa bande sonore par Blade Runner. Je pense que Blade Runner aurait mis du clavecin. Il y aurait eu du clavecin dans Mass Effect. Enfin, vraiment, on sent que ça a été impacté. Et le truc, c'est qu'à côté de ça, la photo. Mais la photo, c'est du génie, en fait. Le truc, c'est que le directeur photo, on lui dit, c'est un monde, c'est le futur, il fait sombre tout le temps, il y a des nuages et tout. Bon, ok. Il est directeur photo, vous êtes à sa place. Il doit éclairer des personnages. Donc, sinon, on ne les voit pas à la caméra. Si tout est noir, c'est la merde. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, le mec, il part du principe qu'il va créer énormément de lumière publicitaire, les voitures volantes ont des phares énormes. Il invente un univers vraiment en termes de lumière. Et il l'utilise du coup pour que tous ces espaces, tous ces décors extrêmement sombres soient balayés de grands projecteurs. On est au théâtre. Enfin, ça n'arrive pas qu'il y ait un faisceau de lumière qui balade dans votre appartement comme ça en permanence. Si c'est le cas, vous n'avez pas de bol. Et donc le truc, c'est que globalement, on a des faisceaux de lumière qui baladent comme ça toutes les pièces, qui font des magnifiques contre-jours et travaillent de contre sur les différents personnages, sur les volumes, etc. Et tout ça, est-ce que ça n'a pas de sens ? Bah, ils en ont donné un. Mais c'est juste que, en fait, il a trouvé des idées qui ont fait que le film pouvait être aussi sombre qu'il est, tout en étant éclairé. Et le film n'est plein que de bonnes idées comme ça. Et c'est ça qui en fait un film réussi, c'est qu'on sent que chaque corps de métier est arrivé avec ses propres idées, ses propres solutions aux problèmes qu'ils avaient. Et après, il y a ce qui arrive une fois tous les 10 ans ou tous les 20 ans dans les différents genres cinématographiques. Le film a une direction artistique, un sens, une histoire tellement forte que du coup, en fait, cette image-là que vous voyez, avec ces publicités pour Atari qui étaient censées être le truc de l'époque. D'ailleurs, petit clin d'œil, il y avait des pubs Atari dans le film de Blade Runner 2049. Je suis pas sûr que c'est la société Atari qui a eu les moyens de se payer ce placement de produit. Et donc là, si on s'arrête juste sur cette image, est-ce que cet univers-là, vous n'avez pas vu exactement le même dans Ghost in the Shell ? Est-ce que le personnage de Léon Batou, ouais, je crois, dans Ghost in the Shell, est-ce que c'est pas exactement là, ce personnage de Roy, le répliquant, avec ses cheveux blonds, l'impair ? Est-ce qu'on n'a pas, avec ce côté pluie, exactement Ghost in the Shell ? Est-ce qu'on n'a pas Total Recall, qu'on est en train de voir aussi un peu, avec ces néons qui sont censés être le futur ? Est-ce qu'on n'a pas, en fait, dans ce film, les bases qui sont posées sur pas l'intégralité, mais une grande partie de ce qui a créé la science-fiction derrière. Prenez des œuvres, jeux vidéo, prenez Mass Effect, l'univers de Mass Effect, les néons un peu partout, les villes, la première ville, la citadelle de Mass Effect, c'est complètement Blade Runner. Prenez les films d'animation d'anticipation, Ghost in the Shell, complètement complètement pompé dans sa direction artistique en plein des points de Blade Runner. On a l'impression que c'est l'OAV ou la suite de quelques années après, Ghost in the Shell de Blade Runner. Enfin, bref, on a un film qui a marqué comme ça des générations et qui continue de marquer des générations, et c'est en ça que c'est incroyable. Et vraiment, le film Blade Runner, c'est, quand on parle de film culte, je pense qu'il y a peu de films qui correspondent autant à ça que le film de Blade Runner. La réalisation a impacté des générations de réalisateurs. La lumière a impacté des générations de directeurs photo. Le son, idem. L'histoire, idem. Bref, ce film qui peut-être est un peu lent au goût de certains, mais
Je ne ferai pas la même critique 2049 qui, pour lui, je pense, est vraiment juste trop lent et sans apporter des choses. Là, le film a son rythme, un rythme lent qui permet de découvrir des choses sur les différents personnages, les différents éléments. Quand on suit les méchants et que on découvre des trucs sur les yeux, on découvre plein d'indices sur comment est-ce que les réplicants sont créés. En final, il n'y a jamais une scène qui sert à rien. Il y a peut-être la scène de la stripteaseuse qui est plus là pour mettre en fait une traque très directe alors qu'il ne pouvait pas s'attaquer tout de suite aux méchants parce qu'il fallait qu'il y ait un entre-deux. Peut-être qu'il y a quelques scènes qui sont moins utiles, mais elles permettent de rythmer le film et comme elles sont assez courtes, j'ai envie de dire, ça passe. Mais vraiment, je ne peux que vous crier mon amour pour ce film Blade Runner. Et même si j'aimerais revoir, il y a des films que j'aimerais revoir. Par exemple, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, c'est des films que j'aime bien revoir régulièrement. Blade Runner, c'est pas un film que j'ai envie de revoir tous les ans parce que c'est une œuvre qui est lourde à digérer, qui en plus est un peu glauque, un peu sombre et tout. Mais ça n'empêche que c'est une œuvre qui est presque, qui est aussi marquante qu'un Seigneur des Anneaux, sans aucun conteste, dans l'univers créatif. C'est une œuvre qui a autant marqué que Star Wars dans l'univers créatif. Je ne dis pas que la culture populaire retient autant Blade Runner que Star Wars. C'est pas du tout le cas. Star Wars écrase Blade Runner en vente de Blu-ray, en nombre de produits dérivés, tout ce que vous voulez. Mais les créatifs des films, ceux qui écrivent, ceux qui réalisent, ceux qui produisent les films, ont été tout autant impactés par Blade Runner et sa force et sa puissance vraiment créatrice que Star Wars. Ça, pour moi, c'est une certitude. Et c'est vraiment une œuvre, si vous ne l'avez jamais vue, j'en ai parlé là sans essayer de trop spoiler. Toutes les manières, chaque scène est vraiment à découvrir. Si vous l'avez jamais vu, regardez-le. Le film n'a pas pris une ride, ce qui est très très rare. Je vous conseillerais pas de regarder M le Maudit ou des vieux films des années 30 qui ont pris des claques. Ils ont vraiment vieilli, même si M le Maudit a moins vieilli que les autres. Mais le truc, c'est que c'est un film qui est extrêmement moderne, que je vous conseille pour ça, et que je vous conseille pour revoir si ça fait des années que vous l'avez pas vu, parce que vous le redécouvrirez. Il a été très très bien remasterisé il y a 2 ans. Et du coup, c'est un vrai plaisir à revoir si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. Voilà. Blade Runner, c'est l'amour. Blade Runner, c'est la vie. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. La conclusion du youtubeur. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que le partage, c'est la vie. J'espère que l'ami Cardel reviendra vite sur la chaîne. J'espère que l'ami Ker, qui déjà était en train d'aller un peu mieux au moment où on enregistrait cette vidéo, du coup sera au top la semaine prochaine. Merci à Daniel qui est resté tard ce soir, mon cher Daniel. Merci à toi qui me dit depuis tout à l'heure j'ai faim. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, toujours un peu trop long quand je suis tout seul. Je suis désolé. J'ai l'habitude de faire les vidéos avec les potes. Des bisous. N'hésitez pas à partager dans les commentaires des films que vous considérez cultes parce qu'on voudrait instaurer ce principe de critique rétro, donc les films qui vous parlent en critique. N'hésitez pas à les mettre et évidemment le partage. Des bisous. Ciao, ciao.